19h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, Monsieur, bonsoir. À la une de l'actualité. L'Algérie réitère à New York son attachement au principe de solutions africaines aux problèmes africains lors d'une réunion ministérielle du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Proche-Orient, 2 Palestiniens sont tombés en martyrs lors d'un raid de l'armée sioniste ce dimanche en Cisjordanie occupée. Al-Qaïda tue 4 soldats et en blesse 3 autres dans un attentat au Yémen. Le groupe terroriste reste très actif dans cette région sous contrôle des forces loyales au gouvernement. Et puis nous évoquerons cette manifestation à Madrid en faveur du chef de la droite. Des dizaines de milliers de sympathisants ont investi les rues de la capitale espagnole, dénonçant les exigences des partis indépendantistes catalans. Bienvenue à toutes et à tous. Si vous nous rejoignez, trouver des solutions africaines aux problèmes africains, un principe défendu par l'Algérie et réitéré par son chef de la diplomatie à New York. Ahmed Attaf a participé à une réunion ministérielle du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine sur le thème « Garantir un financement permanent et durable aux opérations de soutien de la paix relevant de l'organisation continentale ». L'Algérie a été conviée à assister à cette réunion dans le cadre de sa prochaine adhésion au Conseil de sécurité de l'ONU en tant qu'un des 3 membres africains de ce Conseil. L'Algérie restera profondément attachée au principe des solutions africaines aux problèmes de l'Afrique qui reflète l'essence du débat d'aujourd'hui sur le financement des opérations de soutien à la paix menées par l'Union africaine. Pour nous, l'importance de cette question ne peut être surestimée. Il présente 3 mérites majeurs qui confèrent tous une dimension stratégique à notre effort collectif visant à accéder aux contributions statutaires des Nations Unies pour financer les efforts de paix en Afrique. Premièrement, il garantit l'appropriation continentale des instruments et outils conçus pour relever les défis de la paix et de la sécurité en Afrique. Deuxièmement, il constitue la bonne alternative au modèle actuel de paix des Nations Unies qui a atteint les limites de ce qu'il peut ou ne peut pas faire. Troisièmement, cela démontre l'engagement et la volonté de l'Afrique d'apporter sa propre contribution et d'apporter sa juste part au système de sécurité collective tel que prévu dans la Charte des Nations Unies. Ahmed Attaf qui a également réaffirmé que l'Algérie ne ménagera aucun effort pour porter la voix de l'Afrique aux Nations Unies. In this regard, let me reaffirm before you. Permettez-moi de réaffirmer devant vous l'engagement ferme pris par le président Abdelmadjid Tebboune lui-même que l'Algérie ne ménagera aucun effort pour renforcer la voix africaine au sein du Conseil et refléter fidèlement les vues, les préoccupations et les aspirations de notre continent dans ce grand débat de l'ONU. Nous serons plus qu'honorés de le faire en nous appuyant sur les efforts véritables et le progrès remarquable réalisé par nos chers frères et sœurs du Ghana, du Gabon et du Mozambique, les membres africains actuels du Conseil qui ont si habilement défendu nos causes communes. Le chef de la diplomatie algérienne a eu au terme de sa participation aux travaux du segment ministériel de la 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU des entretiens bilatéraux avec le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a également reçu le commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de l'Union africaine, Bankole Adeoye. De ces entretiens ont porté sur l'examen des relations bilatérales entre l'Algérie et l'Union africaine dans divers domaines, ainsi que l'échange de points de vue sur les développements de la situation politique et sécuritaire dans le continent, notamment dans la région du Sahel. Ahmed Attaf a aussi tenu des rencontres bilatérales avec plusieurs de ses homologues, notamment azerbaïdjanais, jordaniens, sahraouis et namibiens. Attaf a également reçu le ministre d'État britannique Lord Tariq Mahmoud Ahmed. Les entretiens ont porté sur les relations bilatérales et les perspectives de leur développement, mais également sur un ensemble de questions inscrites à l'ordre du jour de la session actuelle des Nations Unies. Et depuis la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies, le ministre d'État burkinabé n'a pas mâché ses mots pour décrire les pratiques subversives de la France envers son pays, mais aussi à l'égard du reste de l'Afrique. On l'écoute.
Monsieur le Président, si la communauté internationale était honnête et sincère dans son engagement contre le terrorisme, il ne perdurera point, de sorte à ce que des populations civiles s'engagent et se forment pour assurer leur propre défense. Parlant d'un manque de franchise de cette communauté internationale, voici les exemples. Premièrement, lorsque le Mali, le Burkina Faso, le Niger et d'autres pays se sont organisés sur leurs frontières communes en mutualisant leurs forces pour faire face au terrorisme, la France est venue de nulle part imposer son instrument qu'est le G5 Sahel. Aujourd'hui, la CEDEAO, qui a subitement une force d'intervention pour établir des démocraties, a annoncé un apport de 2 milliards de dollars US. Mais à la création de cette G5 Sahel, jusqu'à nos jours, à sa vaporisation, cette CEDEAO n'a pu débourser que 25 millions de dollars, 25 millions de dollars US. Bassolma Abazié qui a également dénoncé les sanctions injustes de la CEDEAO. Le Burkina Faso subit des sanctions cyniques suite au coup d'État du 30 septembre 2022. Cette nébuleuse dite communauté internationale, sous l'impulsion de la France qui est passée par ses valets locaux en Afrique, a tenté d'abord de faire nommer un Premier ministre au Burkina Faso en vain. Ensuite, ils sont passés à l'imposition de ministres dans des postes stratégiques au sein du gouvernement burkinabé en vain. Ce drame au Bénin, 35 personnes ont été tuées et plus d'une dizaine d'autres blessées dans l'incendie d'un entrepôt de carburant situé dans la commune de Sémépodji, dans le sud-est du pays. Les secours ont été mobilisés, nous explique Amala Zitouni. Camions calcinés, édifices détruits, plusieurs blessés et des personnes brûlées vifs. C'est le bilan de l'explosion d'un dépôt de carburant frelaté dans la ville de Sémépodji au sud du Bénin. Le réveil a été très difficile pour la population de cette paisible commune frontalière du Nigeria. Nous avons malheureusement enregistré 34 morts, dont 2 bébés. C'est des morts calcinés, puisque la cause de l'incendie, c'est le carburant, notamment le carburant de la contrebande. Et nous avons aussi enregistré 20 malades, 20 blessés de gravité variable. L'entrepôt d'où est parti le feu, d'une superficie de 1000 mètres carrés, a tout dévasté. Plusieurs heures après, des cendres fumaient toujours au sol. Les images les plus insupportables sont celles des corps calcinés qui jonchaient la rue. À l'heure actuelle, nous avons pu stabiliser l'ensemble des brûlés, dont 12 sont vraiment dans un état critique et sont en service de réanimation. Il faut dire qu'avec l'intensité de l'incendie, les niveaux de brûlures vont parfois jusqu'à 100% de la surface corporelle touchée. C'est vous dire le degré de gravité des cas que nous avons devant nous. Au Bénin, l'essence de contrebande provient du Nigeria, pays voisin de l'Est, grand producteur de pétrole. Ce commerce qui procure d'énormes bénéfices comporte en même temps de grands risques, étant donné la précarité des conditions de stockage du produit, d'où surviennent de fréquents incendies au bilan humain très lourd. Et toujours sur le continent africain, le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a entamé un important périple visant à renforcer les liens avec les alliés des États-Unis à travers l'Afrique. Sa tournée a débuté par une première escale à Djibouti. Lloyd Austin se rendra ensuite au Kenya et en Angola. En Libye, et après les inondations dévastatrices, l'heure est actuellement à la solidarité, à l'exemple de ces volontaires d'un centre de formation et de développement pour femmes à Tripoli qui contribuent aux efforts d'aide aux personnes touchées dans l'est du pays en confectionnant des vêtements, mais aussi des uniformes. Neilaït Hamouda. Elles ont interrompu leurs activités pour venir en aide aux personnes touchées par les inondations meurtrières à Darna. Dans ce centre de formation à Tripoli, des femmes volontaires ont décidé de coudre des vêtements, des uniformes et des linceuls.
Le centre avait sa propre activité et nous l'avons interrompu après cette catastrophe. Les femmes qui étaient déjà confrontées à de nombreuses difficultés ont coopéré car après tout, la priorité allait aux habitants de la région de l'Est. Nous avons fourni une aide nécessaire d'environ 1300 uniformes scolaires, environ 850 tapis de prière, 650 linceuls et environ 350. Nous avons interrompu tout type de formation au centre afin de fournir aux habitants de Darna tout ce dont ils ont besoin, y compris des linceuls, des uniformes médicaux et scolaires, des robes et tout ce dont ils pourraient avoir besoin. Après la tragédie, le sursaut des volontaires. C'est un déferlement de camions chargés de couettes, couvertures et des vêtements forment un convoi en direction de Darna. Les Libyens se mobilisent et la survie s'organise. En apportant cette aide, nous partageons les mêmes sentiments avec ceux qui ont perdu des êtres chers. En fin de compte, nous formons une seule et même famille. À l'est comme à l'ouest, la Libye nous unit. Près de 2 semaines après les inondations qui ont endeuillé l'est du pays, les recherches des corps sous les décombres se poursuivent. Les services de secours procèdent encore à l'identification des victimes à Darna, la ville côtière la plus meurtrière par la tempête Daniel, où plus de 3800 personnes ont perdu la vie selon un bilan toujours provisoire. L'actualité au Proche-Orient marquée par le décès de 2 Palestiniens ce dimanche en Cisjordanie occupée. L'année 2023 s'inscrit comme l'une des plus meurtrières de ce 21e siècle, avec plus de 230 Palestiniens tués par l'armée sioniste ou les groupes de colons armés. Nariman Zekar. Dieu est grand. Voilà ce que scandaient des centaines de Palestiniens lors des funérailles des 2 martyrs lâchement assassinés à l'aube par les forces sionistes. On les voit avancer à grande foulée transportant les corps de ceux qui étaient jadis leurs frères, leurs fils ou leurs voisins, comme s'ils étaient pressés de les enterrer. Dans cette précipitation, on ressentirait presque une volonté émanant des martyrs de rencontrer leur créateur. De nouveaux symboles des crimes sanglants de l'entité sioniste. Il s'agit d'Osaïd Abou Ali, 22 ans, et de Abdelrahman Abou Darrash, 32 ans, tués lors d'un raid sioniste dans le camp de réfugiés de Nour Shams, à Toul-Karam. À l'aide de bulldozers, les forces d'occupation ont commencé à démolir la rue principale et les infrastructures du camp, tandis que d'autres fouillaient les maisons. De violents affrontements ont très vite éclaté entre des jeunes hommes et les soldats de l'occupation. L'agression contre le camp s'est poursuivie pendant plus de 5 heures consécutives. Plus tôt dans la journée, le mouvement palestinien Hamas a affirmé dans un communiqué que le martyr Osaïd Abou Ali était l'un de ses combattants. 2 autres factions palestiniennes ont appelé à renforcer la résistance armée contre l'agression sioniste croissante. Et comme si les meurtres quotidiens ne suffisaient pas, les établissements d'enseignement aussi n'ont pas été épargnés. La faculté palestinienne de Bir Zayt, au nord de la ville de Ramallah, a été prise pour cible dimanche par les forces sionistes qui ont arrêté un certain nombre d'étudiants palestiniens et causé des dégâts matériels. Une violation flagrante des conventions internationales qui criminalisent toute agression du caractère sacré des universités. Au Yémen, cette fois-ci, 4 soldats ont été tués et 3 autres blessés dans un attentat perpétré ce dimanche à Shabwa, province du sud-est du pays. Selon les services de sécurité, l'attaque est attribuée au réseau terroriste d'Al-Qaïda. Les éléments terroristes d'Al-Qaïda restent très actifs dans cette zone, sous contrôle des forces loyales au gouvernement. Et puis nous l'évoquions en titre, environ 40 000 personnes sont sorties apporter leur soutien à la droite espagnole ce dimanche à Madrid, dénonçant ainsi les exigences des partis indépendantistes catalans après les législatives du 23 juillet dernier qui ont porté le PP en tête. Il lui manque 4 voix à la Chambre des députés pour atteindre la majorité. Nous continuerons à défendre ce que nous avons toujours défendu. Un parti réformiste, un parti constitutionnaliste, un parti qui croit au progrès et au potentiel de l'Espagne, un parti qui fait la différence entre perdre et gagner, et un parti qui ne vendra jamais ses principes pour une mairie, pour un siège parlementaire, pour une communauté autonome ou pour le gouvernement de l'Espagne.
C'est une société diversifiée. C'est la diversité qui fait la force de notre société et nous rend plus aptes à relever les défis ensemble. Nous ne pouvons pas permettre que la diversité soit utilisée pour diviser ou affaiblir la nation. Après l'opération éclair antiterroriste lancée par l'armée azerbaïdjanaise au Karabakh, il y a moins d'une semaine, les réactions internationales se multiplient autour de la situation au Caucase du Sud, alors qu'un mouvement de mécontentement contre le Premier ministre arménien secoue la capitale Evran. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a mis en exergue l'importance du respect du cessez-le-feu. Sofiane Baroudi. Moins d'une semaine après l'opération antiterroriste éclair lancée par l'armée azerbaïdjanaise au Nagorno-Karabakh, suivie 24 heures après par l'annonce de la reddition des séparatistes arméniens qui ont décidé de déposer les armes. Un accord conclu le 20 septembre permettra le retrait des troupes arméniennes de la République autoproclamée et le désarmement complet de l'ex-armée d'autodéfense de l'Artsakh, non arménien, du Nagorno-Karabakh, définitivement passé sous le contrôle de l'Azerbaïdjan, qui est entré désormais dans la capitale Stepanakert, à présent appelée Khankindi. Bakou a entamé le désarmement complet des troupes séparatistes, alors que Erevan, via son ministère de la Défense, a affirmé qu'il n'y avait aucune présence de soldats de l'armée arménienne dans le Nagorno-Karabakh. Pour rappel, deux conflits ont déjà opposé l'Arménie à l'Azerbaïdjan autour du contrôle de cette région montagneuse du Caucase. Le dernier en date, en 2020, a vu la victoire nette de Bakou, soutenue par Ankara, et le déploiement d'environ 2000 soldats russes de maintien de la paix. Le corridor de Latchin, seule voie d'accès reliant le Karabakh à l'Arménie, est sous blocus depuis de longs mois, même si d'autres voies d'approvisionnement comme la route d'Agdam permettent l'acheminement de marchandises à la province. À ce propos, Nikol Pachinian, le Premier ministre arménien, est largement contesté par une vague de manifestations citoyennes qui secouent Erevan, alors que des sources médiatiques évoquent également une tentative avortée de coup d'État. Pachinian, qui devrait rencontrer le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev au début du mois prochain, a virulemment critiqué le rôle de Moscou, allié traditionnel de son pays, et a opéré un mouvement de retournement d'alliance illustré par des manœuvres militaires inédites entre l'armée arménienne et l'armée américaine qui ont eu lieu du 11 au 19 septembre dernier. Le ministre des Affaires étrangères russe Sergei Lavrov a exprimé à la tribune de l'ONU que la direction arménienne avait tendance à jeter de l'huile sur le feu. Il a également estimé que des puissances occidentales agissaient en marionnettistes afin de limiter l'influence russe dans cette région à l'importance stratégique névralgique. Pour sa part, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a rencontré le chef de la diplomatie azerbaïdjanais, Ceyhun Bayramov. Il s'est dit préoccupé par l'escalade dans la région et a exprimé l'importance du respect du cessez-le-feu. Guterres a également apporté son soutien à toutes les velléités permettant de parvenir à une paix durable. Pour rappel, plusieurs pourparlers entre les deux parties ont été organisés sous médiation américaine, européenne et russe, sans toutefois parvenir à un apaisement durable des tensions. Bakou a affirmé sa volonté de garantir la paix et la stabilité dans la région. Toutefois, des questions restent posées sur l'avenir des Arméniens du Karabakh, dont beaucoup ont décidé de quitter cette zone, se dirigeant vers l'Arménie. En effet, la région caucasienne est un épicentre stratégique d'importance globale, où se meuvent tous les grands acteurs géopolitiques de l'échiquier international. À ce propos, le président turc Recep Tayyip Erdogan se rendra dans la province azerbaïdjanaise du Nakhitchevan, où il va rencontrer son homologue Ilham Aliyev, afin de discuter des évolutions de la situation internationale et régionale, ainsi que du processus de désarmement des troupes séparatistes arméniennes. Et puis sachez que des troupes de l'OTAN ainsi que des membres de la force de police européenne et la police du Kosovo ont patrouillé sur une route dans le nord du Kosovo ce dimanche, après que le Premier ministre du pays ait déclaré qu'un policier avait été tué et un autre blessé lors d'une fusillade dans un village, qualifiant l'incident d'action terroriste. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur A24 News. Très bonne soirée.